On dit de cet endroit qu'il est le bout du monde. Barrière entre le Pacifique à l'ouest et l'Atlantique à l'est, tourmentée par les éléments qui ici se déchaînent 365 jours par an, la Patagonie est la terre des superlatifs. Ces Andes finissantes, excessivement sauvages et belles, aperçues pour la première fois par Ferdinand Magellan en 1520, restent aujourd'hui encore en grande partie inexplorées. Nicolas Hulot et l'équipe d'Ushuaïa Nature vont essayer d'approcher et d'apprivoiser le territoire de l'Ultima Esperanza aux confins extrêmes de la Patagonie chilienne. Magnifique, magnifique. Quand on séjourne un peu dans ce bout du monde, on finit par avoir le sentiment que les trois règnes, minéral, végétal et animal, ont passé un pacte pour se sublimer dans la beauté. Bonsoir, retour aux sources, Ushuaïa Nature en Patagonie, pas très loin de la terre de feu de la petite ville d'Ushuaïa. La Patagonie, c'est ce territoire de la démesure que se partagent l'Argentine et le Chili, à l'extrême sud du continent américain, là où la Terre, après s'être éparpillée en une myriade de petites îles, de canaux et de fjords, s'incline définitivement face à l'océan, là-bas, à l'île de Horn, au Cap Horn, cette borne géographique où l'on ne sait pas très bien si le monde s'y achève ou y commence. Longtemps, la Patagonie fut essentiellement une affaire de marins, parmi les plus célèbres, Magellan, Bougainville, Fitzroy, pour qui elle n'était qu'un obstacle, tout n'était que vide, tristesse et désolation. Darwin avait même écrit « Sur cette terre s'étend la malédiction de la stérilité », c'est dire l'image pitoyable qu'on en avait à l'époque, mais aujourd'hui les regards se sont inversés. La Patagonie n'est plus un obstacle, mais un spectacle. Et quel spectacle? Celui d'une nature prodigieuse, aux splendeurs insoupçonnées, globalement épargnées, et qui abrite très certainement quelques-unes des dernières virginités de notre planète, avec ce paysage qui a été modelé par des glaciations successives et qui est soumis à un maître absolu, le vent, car la Patagonie est à cheval entre les 40e rugissants et les 50e hurlants, à telle enseigne qu'on se demande si Éole n'en a pas fait sa résidence définitive, tant ces sautes d'humeur ici sont à répétition, sauf à l'instant où on profite d'une accalmie assez exceptionnelle. Voilà, l'équipe d'Ushuaïa Nature va mener de front plusieurs expéditions avec glaciologues, spéléologues, plongeurs, botanistes, géologues, pour tenter de vous faire découvrir les trésors les plus exceptionnels de ces terres reculées. Ça sera un peu une plongée dans un univers qui apparaît comme une correspondance avec notre imaginaire,
ou tout au moins comme une passerelle avec nos rêves les plus enfouis, car définitivement, la Patagonie est un rêve commun à chacun d'entre nous. Allez, on y va! Puerto Natales, un petit port de la côte sud-ouest du Chili. Une équipe d'Ushuaïa Nature est à bord du Penguin, un bateau patagonien en bois construit en 1907 qui ne compte plus depuis longtemps les tempêtes essuyées sur ces dangereux canaux. À la barre, le capitaine Conrado Alvarez scrute attentivement l'horizon et cette mer croisée qui ne tolère aucune fausse manœuvre. Dans le carré, Carlo son second. À ses côtés, Richard Maire, un géomorphologue du CNRS, et 5 spéléologues, Thierry Cratinger, Stéphane Girard, Cédric Clary, Michel Phillips et Bernard Tourte. Les eaux patagoniennes ont toujours été un enfer pour les navigateurs. Dans cet enchevêtrement de fjords où s'engouffrent les vagues noires de l'océan Pacifique, on ne s'aventure pas impunément au-dessus de ce qui est probablement le plus grand cimetière de bateaux du globe. L'équipe Ushuaïa Nature se dirige vers l'île de Diego de Almagro et ses montagnes de marbre uniques au monde. Plus de 300 km de navigation avec une météo qui ici est toujours sans surprise puisqu'immanquablement exécrable. Nicolas a délaissé son robuste cheval andin pour le dos tailladé d'un monstre froid, le glacier Grey. Avec le guide chamoniard Bruno Sourzac, il va rejoindre une seconde équipe qui prépare une plongée originale mais très dangereuse au cœur de la glace. À droite. Pas tomber là. Tape bien tes pieds, bien à plat toujours. Plus de points qui cramponnent. Le glacier Grey est l'un des 48 constituant la calotte glaciaire continentale de Patagonie, la 3e plus vaste de la planète, après celle de l'Antarctique et celle du Groenland. Attention. Tiens, là, on va faire un peu gaffe. Ouais. Dis donc, là, regarde, peut-être qu'il va passer un tout petit peu en aval de moi. Parce qu'il devient vraiment aigu. Ok. Les pieds bien à plat. Hein. Pas ça du tout. Large de plusieurs kilomètres, épais de 600 à 700 mètres, ce glacier est comme tous ceux de la région, soumis à un régime de précipitation dantesque. Les eaux de fonte et celles des pluies creusent sa surface de profondes entailles aux bords acérés qui s'ajoutent aux crevasses naturelles dues à la marche du glacier. Essaye là. Ouais, apparemment, ça a l'air de passer. Hein. On va essayer. Allez, vas-y. Ça a l'air assez filé. Là. C'est dans ce massif-là que tu as grimpé, toi? Ouais, j'ai grimpé donc au mois d'octobre. Là. Ça ressemble à quoi? Ouais, ça ressemble à un endroit, mais qu'on ne peut pas décrire. Quoi. C'est des formations qui sont uniques à la Patagonie. En fait, dans le jargon, on appelle ça des champignons de glace, des champignons de givre. Et la face que tu as grimpée, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Paine Grande principal. En fait, il y a trois sommets, le central et le nord. Et nous, on a fait le principal, qui est le plus haut sommet du massif, 3050. C'est complètement incroyable, la formation. En fait, c'est toute l'humidité qui arrive du Pacifique, qui se transforme en glace et en givre. Et qui fait les champignons sur les le granit. Ouais. Ce beau gâteau immaculé a donné du fil à retordre à Bruno Sourzac
et à son compagnon de cordée, l'Italo-Argentin Rolando Garibaldi. À ce jour, seulement 2 expéditions sont parvenues à vaincre cette montagne. Proche du sommet principal, une succession d'aiguilles et d'obélisques de granit se tendent vers le ciel. Ce sont les derniers reliefs de la cordillère des Andes. Cet imposant massif de Torres del Paine est une sorte de volcan avorté vieux de 12 millions d'années. Le magma est resté prisonnier vers 5000 mètres de profondeur. Il a formé une lentille géante de 12 km de long sur 2500 mètres d'épaisseur qui s'est lentement solidifiée en devenant granit. Puis, le soulèvement des Andes a fait surgir ces montagnes recouvertes de la plaine sédimentaire de couleur plus sombre. L'érosion a ensuite fait son œuvre. Bloquant les innombrables dépressions venues du Pacifique, ces majestueux remparts rocheux ont fait naître à leurs pieds le 3e plus grand glacier de la planète. La glace est démente. Ça a l'air d'être une formalité pour toi. Ouais, ça va, la glace est super. La glace est bonne, au premier ancrage, c'est pratiquement toujours bon. C'est assez démoralisant. La glace est très très tendre. Hein. Ouais, je vois. Ça tient quand même? Ouais, ça tient. Hein. Faut bien taper, mais bon, c'est agréable à grimper. Je vais faire un relais là, et Ouais, puis je ok. t'assure. Hein. Donc tu serres bien tes dragons. Hein. C'est bon. La glace est un peu dure en bas, mais après, plus tu montes, meilleur elle est. Encore un peu, comme ça. Ouais, très bien là. C'est bon, Bruno? C'est bon. Ok. Bien dans l'axe. Allez. C'est l'idéal. Bien, je vais même réutiliser un peu tes trous. Ouais. Ok, ça a l'air bon. C'est vrai qu'elle est bien tendre. Hein. Elle est très cristallisée, on a l'impression, non? C'est drôle comme la nature de la glace peut changer. Ça rentre comme dans du beurre là. C'est agréable. Hein. Ouais. C'est raide là, hein? Ouais, c'est raide. C'est raide là. Hein. Écoute, c'est léger dévers en dessous là. Hein. Là, tu arrives dans le vertical. Donc dans le 90 degrés. En dessous, c'était plus que le vertical. Ouais, bien. Super, Nicolas. Allez. Parfait. La grosse énergie, c'est pour enlever le piolet. Ouais. Allez. Ça a l'air bien. Super. T'en penses là? On va t'appeler une fois. Ouais, il était bon. Hein. Là, c'est bon. Parfait, c'est bien. Et là, je te fusille le pied. Regarde. Si tu ne connais pas, il vaut mieux s'écarter. Ouais. Ok. Tout ça pour aller plonger en plus. Tu vois, on a une vue là. Ah oui. La bassine, elle est juste là. Hein. Ah, ça se mérite, hein? Après une marche d'approche harassante sur le relief incroyablement tourmenté du glacier, Nicolas et Bruno approchent du but. Encore quelques crevasses à franchir et ils rejoindront l'équipe de spécialistes qui les attend pour plonger au cœur du glacier. Ça va la coupe?
Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas rentrer dans son voyage. Ouais, la traversée est belle. Ah, Bruno. Voilà. Oh là. Ah, t'arrives au bon moment. T'arrives au bon moment. Il sort de son cocon. Très bien. Vous avez trouvé une belle piscine. Salut Alain. Et puis le cours d'eau là, derrière, 50 mètres derrière. Il y a profond, non? 70 mètres profond, et après il y a un couloir qui continue vers le cœur du glacier. L'eau est à 1 degré. Même peut-être moins 1 à 70 à mon avis, parce que la densité tu la sens autour de toi. Ah oui. Ouais. Et là les détendeurs en général, t'as pas intérêt de respirer fort, tu respires doux, parce que sinon ils giflent instantanément. On va avoir des problèmes de détendeur, non? On risque de geler au bout de 10-15 minutes, ouais. Les extrémités. Le détendeur. C'est des galeries de cristal, c'est magnifique. On va voir comment il C'est la galerie des respire, glaces, alors. hein, un peu. Hein? C'est la Ça même chose s'agrandit, qu'au cénote, mais l'eau est un petit peu plus fraîche. Et puis c'est au Bahamas, il y a des trous bleus aussi. Hein. Oui, non, mais je sais pas pourquoi on est venu là. On se prépare. T'es prêt? Attends, vous dites. Bon, Ah, je déteste ça. pas le seul. Ferme la boîte. Voilà. C'est bon? Allez, on ferme. Bon travail. Près de Nicolas, la glaciologue Delphine Six et les plongeurs caméramens Bernard Delmotte, Henri Garcia et Laurent Guénoun, 3 professionnels habitués des explorations extrêmes. On voit bien ici, dès qu'on se déplace en Patagonie, que le paysage est marqué par les glaciations successives. Ouais. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que la Terre s'est formée, il y a eu des périodes de grandes glaciations et Oui. des périodes de petites glaciations. Exactement. Et quand on est dans les périodes glaciaires, l'épaisseur de glace peut combler une vallée comme celle-ci. Exactement. Par exemple, il y a 1 million d'années, on a trouvé des traces de glaciers qui auraient évolué donc pratiquement jusqu'à l'Atlantique. Donc la calotte s'était étendue sur de très Pratiquement, grandes on distances. pouvait passer sans quitter la glace de la côte Pacifique à la côte Atlantique. Pratiquement. Il faut expliquer comment se forme un glacier. Hein. En fait, un glacier, c'est tout simplement des précipitations de neige Oui. qui, avec la pression, se transforment en glace. Tout à fait. Et évidemment, arrivé à un certain poids, à un certain volume, il faut bien que ce glacier se dilate. Exactement. C'est comme un phénomène de pâte à modeler ou d'une plaquette de beurre qui serait laissée sur une table. En fait, ce glacier grossit, et puis au bout d'un moment, par le propre effet de son poids, par la gravité, il descend dans les vallées et donc modèle ces vallées, donc des grandes vallées. Tous les en glaciers forme se de- terminent comme ça parce qu'on appelle une zone de vélage. Non. Alors ça, c'est très particulier. On retrouve ça essentiellement au Groenland, en Alaska, et ici donc en Patagonie. Donc ces glaciers qui se jettent dans des lacs, c'est ça qu'on appelle les vélages. Mais par exemple, dans les Alpes, ce sont essentiellement des glaciers qui reposent sur la terre en fait. Alors dans les périodes de glaciation, ces glaciers évidemment prennent du volume. Oui. Et dans les périodes où la Oui. température a tendance à remonter, il y a une récession de ces glaciers. Exactement. Et c'est vraiment ce bilan en fait, ce bilan qu'on mesure donc sur certains glaciers, qui donne une indication du climat. Parce qu'il faut savoir donc que les glaciers répondent aux variations du climat. Ce sont des indicateurs du climat. C'est pour ça qu'ils sont étudiés dans beaucoup de pays. On sait peu de choses de ce qui se passe dans les entrailles des glaciers. On sait très peu de choses. Les scientifiques ne descendent Il y a que très quelques peu. belles expéditions au Groenland, dans les Oui, moulins. Oui, tout à fait. Ou mais- sur la mer de glace. ou sur la mer de glace. Dans les Alpes. Parce qu'en effectivement. fait, le glacier respire. S'il y a une radiation importante, ils fond. On voit Oui. bien ces petites bédières ici. Exactement. Ici, c'est extrêmement spectaculaire puisqu'on a donc des très grandes crevasses en fait qui se forment parce qu'il y a une force absolument formidable donc sur ces glaciers et donc de l'eau s'accumule dans ces crevasses. C'est quelque chose de fantastique. Et on ne sait pas s'il n'y a pas un peu de vie là-dedans, puisque comme Non. la vie arrive à se réfugier partout, on ne serait pas étonné de trouver. Enfin, on serait quand même étonné, mais On serait pas étonné. totalement surpris de trouver quelque chose. Peut-être, c'est à voir effectivement. Eh ben, on va aller voir. Attends, peut-être. Si tu veux. Ceux qui vont s'immerger dans l'eau glacée ont revêtu des combinaisons étanches sur des fourrures polaires. Cagoules, gants et chaudes bottines complètent l'équipement. Déambuler sur de la glace vive avec ces dernières est mal commode et dangereux. Chaque plongeur se fait accompagner d'une personne équipée de chaussures de montagne munies de crampons à glace. Sur tous les glaciers du monde, pendant les jours d'été, la glace fond et ruisselle en bédières plus ou moins larges qui disparaissent dans des moulins pour rejoindre le torrent sous-glaciaire. Cette fois, dans cette crevasse, l'eau s'est faite piéger.
personne ne peut dire pour combien de temps. Oh putain, mais je suis gelé. Comme rarement j'y étais gelé. Il faut qu'il revienne avec la corde alors là. Il part avec la corde. Hein. J'essaie de revenir avec... Ah oui, tu reprends la corde. Mais tu te mets d'abord à l'eau là quand on est bien. Bon, s'il y a un problème d'air, on se prend et on reste ensemble jusqu'à la remontée. Ah, les plongées avec Garcia, je te dis pas. Il n'est pas câblé comme nous ce gars-là. Si aguerris qu'ils soient, les plongeurs ne basculent pas sans une certaine appréhension dans cette piscine glacée aux contours inconnus. Qu'est-ce qu'on fait? On va... Respiration très lente. En plus, on va avoir du soleil là, tu vois, ça va être extra. Bon, Rito. Vas-y mec. On déroule un fil d'Ariane pour garantir un minimum de sécurité et permettre de trouver plus facilement la sortie en cas de problème. Dans la crevasse noyée, la glace compressée est à certains endroits totalement transparente. Elle ne cache rien du piton vissé par le plongeur. De multiples dangers guettent les explorateurs dans un tel endroit. En plus de ceux inhérents à la plongée classique dans une eau proche de son point de congélation, il y a celui de s'égarer dans ce palais des glaces qu'un mouvement imprévisible du glacier peut vider et refermer d'un seul craquement, avec les conséquences dramatiques que l'on imagine pour les hommes en train de l'explorer. Dans ces canyons translucides, règne une irréelle lumière bleutée semblant irradier des parois. Ce phénomène est dû au fort taux de pénétration des ondes lumineuses à haute fréquence. Celles à basse fréquence, comme le rouge, étant absorbées en surface. Dans sa globalité, le glacier semble générer sa propre lumière. Perturbant de beauté, l'environnement ne doit pas faire oublier aux hommes qu'ils évoluent dans un milieu hostile. Tributaire du matériel, celui-ci va les rappeler à l'ordre. Nicolas se trouve à une vingtaine de mètres de profondeur, fasciné par le spectacle qu'il a devant ses yeux, lorsque son détendeur se met à fuser. L'air s'échappe en continu et la bouteille se vide rapidement. La membrane en caoutchouc qui permet la détente des gaz a givré et l'oblige à remonter en catastrophe. Proche de lui, Henri Garcia a immédiatement jaugé la situation. Il le saisit par sa ceinture de lest et remonte avec lui. Heureusement, car à mi-parcours, l'appareil autonome de Nicolas ne lui délivre plus le moindre filet d'air. Tous deux sont contraints d'achever la remontée sur la même bouteille. Putain! Oh putain! C'est pas les plongées, ça. Pourquoi j'ai plus d'air? T'as pompé comme une bête. Ah ouais? T'as pompé comme une bête. J'ai la tête comme une citrouille. T'avais pas le fond, hein?
Attends, j'ai plus d'air là. J'ai plus d'air. Pompé comme une bête. C'est incroyable. Putain, mais il y a une fuite. Non, 12 litres. Le gilet, au départ, tout ça. Antoine, moi j'ai la moitié que toi en mer. Jamais plus d'air. J'ai la moitié que toi en mer. Nicolas, Il y a peut-être que... t'as rempli le gilet, t'as rempli ça. Non mais, no more air. Surtout t'as perdu des plombs au départ. C'est 2 plombs en dessous là, t'as vu? Ah ouais, t'as pompé. Plus d'air au fond. Ouais. T'as passé dans vous? Ouais. Eau chaude, agua caliente. Comme un étour. Nous aussi, c'est vraiment mec. En fait, c'est tout le système respiratoire de la bouteille de Nicolas qui a été bloqué par le froid. Première solution pour pallier le problème de givrage, verser de l'eau bouillante sur les détendeurs et les régulateurs. Mais cela ne suffira pas. On mettra alors de l'alcool pur qui n'aura hélas lui aussi qu'un effet très limité. C'est magnifique. Mais tu vois, la première plongée, elle a été un peu violente pour moi. Faut au moins une. Hein? Oui, ça va mieux. Bon, je suis désolé, je t'ai fait de l'air tout le temps, mais... Chacun pourtant, après être remonté à la surface pour dégeler son matériel, ressent l'appel des profondeurs et le besoin impérieux de repartir vers le fond torturé de la crevasse. Les hommes se promènent dans une cathédrale dont les arches de cristal semblent avoir été bâties par un architecte fou. Mais la nature, le froid et l'eau sont les seuls responsables. Ici, l'ivresse des profondeurs commence beaucoup plus tôt, mais elle est due non pas à la pression, mais à la vénéneuse beauté du site. Chacun s'égare dans ce labyrinthe où les portes de cristal cèdent sous la plus petite pression de la main. On imagine parfois les parois épaisses, et elles sont inexistantes. On les devine fragiles, elles bloquent le passage. Les murs sont illusions. Les hommes s'enivrent des sensations qu'ils sont en train de vivre et l'oxygène des bouteilles n'y est pour rien. Ils sont les seuls à être jamais venus ici. Ils resteront à jamais les seuls visiteurs de ce temple éphémère et glacé. Henri Garcia descend à moins 50 mètres. La lumière bleue est toujours aussi intense. L'eau alentour est étrange. Les bulles lâchées par son détendeur empruntent un chemin bizarre et zigzaguent au lieu de remonter franchement. Elles semblent épaisses, pâteuses. En fait, l'eau est à son seuil de congélation.
un rien suffit pour qu'elle se solidifie. Devant les yeux du plongeur, quelques taches sombres, emprisonnées dans des éprouvettes de glace, attirent son regard. Ce sont des matières organiques, des poussières, arrivées sur le glacier par la pluie ou le vent, puis véhiculées jusque-là par le jeu des eaux de fonte. Ces débris végétaux et minéraux se sont rassemblés par le jeu des courants. Ils ont concentré le rayonnement solaire, donc la chaleur, et se sont alors lentement enfoncés dans la glace. La stupéfaction est totale lorsque Henri Garcia aperçoit un insecte se mouvoir sur son plancher transparent. La bestiole, de 1 à 2 cm de longueur, ressemble à un pince-oreille matiné de scorpion. Vivant probablement des débris prisonniers de la glace, avec ses pattes crantées, son dos apparemment caparaçonné, elle a quelque chose venu du fond des âges. Malgré la température qui règne ici, en immersion totale, à exactement moins 17,50 m, l'insecte évolue sans difficulté. Le bocal, emporté à tout hasard, sert à piéger l'insecte. Pour lui, c'est une autre maison de verre qui l'attend. Les plongeurs avaient rêvé d'une telle découverte. Leur vœu est exaucé et couronne cette plongée mémorable. La chose va susciter commentaires et supputations les plus folles. Les bouteilles d'air sont presque vides. À regret, les plongeurs doivent impérativement rejoindre la surface avec le précieux spécimen et les yeux emplis d'un spectacle inoubliable. C'est vrai. Honnêtement, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. Ça se mérite. Peut-être pas que t'en tirer des grandes conclusions sur l'écoulement des eaux intraglaciaires. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un des plus beaux spectacles de la nature. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des canaux? Tu vois... J'ai l'impression d'une espèce de cathédrale, comme ça, de vitraux. La glace miroirs. très pure, très pure. Je pense qu'une glaciologue ne peut pas se passer d'aller voir ce qui se passe là-dessous. Je vais te passer mon équipement. Un baptême à Delphine demain matin, première heure. Eh bah ouais, Dans la glace. Allez. Il y a un glaciologue. Là Ouais. Regarde ce qu'il y a dans les sédiments. Regarde au fond. Je peux pas les détendre. Et tu vois, regarde. Alors vous avez trouvé quelque chose? Il y a de la vie. Il y a de la vie sous l'eau. Regarde ça. C'est Ça, c'est extraordinaire. dingue. Extraordinaire. Regarde. On va le voir en Ça transparence. Même là, Ça ressemble à un petit comme animal un petit scorpion, un mélange de a scorpion. trouvé son biotope. Alors, profondeur de ce truc-là, 17 mètres Après, quand et demi. Ce qui est amusant, c'est que les sédiments, en se déposant, creusent la glace Voilà. et ça crée un biotope au fond. Et cet animal vit là-dessus. Donc, Sûrement c'est doit faire accommodé. ses œufs là-dessus aussi. Là-dedans. Ça fait des petites cavités Regarde-le. dans la glace. Qu'est-ce que... Ah ben, ça fait ce que Ouais. les petits sédiments captent la chaleur. Ils magnifique, remplissent hein. donc de chaleur, ils font un trou dans la glace, c'est à peu près ça. Hein. Tu l'as senti la incroyable. chaleur captée, toi? Moi, pas vraiment, non. Non, pas du tout. Elle Mais fait quand en même tout cas, un- cette bestiole a dû la sentir. Elle fait quand même 1 centimètre. Hein. Puis elle bouge, hein, elle est pas Ouais, comme nous là. Hein. C'est incroyable. là-dedans. Incroyable.
Le professeur Meunier et le docteur Nel du laboratoire d'entomologie du Muséum national d'histoire naturelle ont observé la bête. C'est une larve d'un insecte nommé perle, spécifique à l'hémisphère sud, dont la lignée remonte à une centaine de millions d'années, à l'époque du Gondwana. Cet insecte est en cours d'étude, mais il s'avère être d'ores et déjà une découverte extraordinaire pour les scientifiques. La glaciologue est repartie à ses explorations. Nicolas, quant à lui, doit rejoindre l'équipe de spéléologues en route vers l'île de Diego de Almagro. Le Penguin poursuit sa route. En Patagonie, grains ou tempêtes se succèdent à intervalles très courts, ajoutant encore à l'austérité des lieux. Golfe des Peines, Anse Fatale, Cap Malfaisant, Fjord Tristesse ou Ultime Espérance, en baptisant le littoral de noms terrifiants, les premiers navigateurs à s'aventurer dans ces contrées ont traduit leurs sentiments. Et l'on dit encore ici que les jours de tempête, les cloches des bateaux naufragés sonnent au fond de l'eau. Comme presque partout sur les mers du globe, les dauphins fidèles à leur réputation s'amusent dans la vague d'étrave. Aujourd'hui, ce sont des dauphins pils, une espèce de delphinidés largement représentée dans ces eaux perpétuellement plombées par la couleur du ciel. Les dauphins ne sont pas les seuls animaux à avoir choisi pour habitat cette région vraiment inhospitalière pour les hommes. La faune marine étonne autant par sa quantité que sa diversité. À l'époque des amours, de nombreux otaries ou lions de mer colonisent les rochers les plus accessibles. Des troupeaux d'otaries à crinière, attributs à l'origine de leur surnom, monopolisent les plages du bord de mer. Les mâles, 2 à 3 fois plus gros que les femelles, dominent toujours leur harem et le surveillent jalousement. Ils trouvent dans ces eaux froides une nourriture abondante. Les lions de mer font figure de nains comparés au plus volumineux des pinnipèdes, l'éléphant de mer. Les mâles, très territoriaux, sont reconnaissables à leur dimension impressionnante et surtout à leur nez en forme de trompe boudinée. L'animal n'a pas usurpé son vocable d'éléphant et développe une masse presque comparable à son homonyme des savanes. 5 à 6 mètres de long pour un poids respectable de 3 à 4 tonnes. Lorsqu'il charge un intrus, il écrase tout sur son passage, y compris parfois les petits qui viennent de naître. Massacrés au siècle dernier pour leur huile, un petit mâle fournissait à lui seul jusqu'à 360 litres, les carnages ont heureusement cessé et les éléphants de mer font aujourd'hui preuve d'une vitalité prodigieuse. L'espèce n'est plus véritablement en danger. C'est aussi le cas pour les nombreux oiseaux qui pullulent sur ces territoires. Les pingouins de Magellan, hauts de 60 cm à l'âge adulte, vivent dans des terriers creusés dans les dunes. Socialement très structurés, comme leurs confrères vivant sur la glace, ils organisent des tours de garde pour leurs poussins et donnent des cours collectifs de natation et de pêche.
La jante ailée n'est pas en reste. Les scientifiques ont répertorié 435 variétés d'oiseaux, dont 120 dans le seul massif du Paine, parmi lesquels se distingue le cygne à col noir, emblématique du Chili. Mais aussi le caracara, le carancho, le chimango, une sorte d'épervier, le pétrel, le cormoran de Magellan, l'albatros à sourcils noirs et l'ibis mandor qui vit en bande. La liste est loin d'être exhaustive. Plus curieux en raison de la latitude, la présence dans les forêts côtières du perroquet austral de Patagonie. D'autres oiseaux ont perdu leur aptitude au vol, comme le nandou de Darwin, une petite autruche grise souvent solitaire. Une proie facile pour les grands carnassiers. Et puis il y a le prince du ciel andin, le condor. Oiseau sacré des Incas, symbole de l'ascension de l'âme humaine, le condor et ses 3 mètres d'envergure fait tournoyer son ombre au-dessus des montagnes et des fjords, à la recherche de charognes. Peut-être celle d'un guanaco mort. Un camélidé, cousin sauvage du lama et de la vigogne, longtemps pourchassé pour sa laine chaude et légère. Partout, cette région de l'Ultima Esperanza étonne par la diversité et la quantité de sa faune. Certaines espèces sont malgré tout en voie de disparition, comme le huemul, un cervidé au cornes aigus minuscule qui se déplace en horde discrète, toujours sur le qui-vive. Un réflexe légitime car dans ces zones désormais protégées des hommes, d'autres chasseurs à l'affût guettent leurs moindres faux pas. Les carnassiers ne sont jamais très loin. Parmi eux, le renard. 2 espèces existent en Patagonie. Le Grey Fox, un petit renard discret de 4 kg environ, dont la puissance ne lui permet pas de s'attaquer à de grosses proies. Tout au plus inscrit-il à son menu quelques oiseaux et lézards, surpris dans leur quiétude. Au printemps, les femelles mettent bas des portées de 4 ou 5 petits qu'elles protègent et élèvent avec patience et d'infinies précautions. Le Red Fox, le renard roux, est 3 fois plus puissant et costaud que son cousin. Mais le plus grand prédateur de la région ne joue pas dans la même catégorie. Le puma est un vrai fauve. Comme le condor, il a bien failli être exterminé. Mais il trouve dans les vastes étendues patagoniennes désormais préservées une paix bien méritée. À contempler ces terres hostiles, on imagine difficilement que des hommes aient pu vivre en ces lieux, battus par les pluies, la grêle, la neige et les vents violents. 4 peuples minuscules se sont pourtant longtemps partagés ces immensités du bout du monde. Auch, Onas, Yamanas et Alakalouf. Remarquablement adaptés à cette région, ils se croyaient les seuls sur Terre. L'arrivée de Magellan, puis celle des aventuriers occidentaux et des fermiers, signera leur arrêt de mort. On portera sur eux d'atroces jugements. Darwin dira « C'est à peine si l'on peut croire que ce sont des créatures humaines ». Une famille d'Alakalouf fut même montrée comme bête de cirque à l'exposition universelle de Paris en 1878, puis enfermée au zoo de Hambourg avant d'y mourir. Depuis, Auch, Onas, Yamanas, Alakalouf ont été éliminés jusqu'au dernier.
Nicolas Hulot a embarqué sur l'Explorador pour rallier l'île de Diego de Almagro où doit se trouver l'équipe de spéléologues. Aux côtés de Bernard Delmotte et Henri Garcia, il visionne les images étonnantes tournées par les deux plongeurs dans la péninsule de Valdés quelques semaines auparavant. Alors tu vas voir Nico, on a vécu un moment extraordinaire là-bas. Regarde ça. Elle fait au moins 17 mètres. C'est une grande, hein. Et tu as vu les petites marques qu'elles ont sur le dos? Ce sont les oiseaux. Oui, Tu vois, ce baleineau doit pas avoir plus de 4-5 mois. Quoi. à peine. 3 mois, je dirais, moi, celui-là. Il a l'air très petit. Hein. Il y a un phénomène très, très marrant, là. La baleine qui se met en bouchon. Ouais. Alors, je pense que c'est pour permettre que le bébé s'allaite facilement. Ah, c'est la position d'allaitement, tu penses? Je pense, oui. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle est plantée au fond et elle reste à 57 mètres du fond. Elle touche pas le fond. Elle ne touche pas le fond. Ah, elle est vraiment arc-boutée comme ça. D'accord. Ah oui, et t'as le baleineau qui tourne permettre autour. de détendre un peu l'estomac et puis de pouvoir éjecter le lait. Alors. Ouais, moi j'ai pensé ça. Tu n'as pas mais pensé c'est vraiment aussi personnel. que le fait que l'eau ici soit beaucoup plus chaude que celle où elle a l'habitude d'évoluer, c'est-à-dire en Antarctique, où elle est à 0 degré en dessous quelquefois, fasse qu'elle est trop chaude et qu'elle, de façon à faire un échange thermique, elle met la queue hors de l'eau et l'évaporation provoque un refroidissement un petit peu de son sang sur cette Tu partie. sais, toutes les théories sont Comme pour les phoques, possibles. tu sais, Hein. quelquefois. Les là, éléphants c'est- font les aussi éléphants ça avec les en oreilles. Afrique avec les oreilles. Donc en fait, cette mère-là, avec son petit, pour mettre en bas son petit, elle a fait 2500 km, elle va faire 2500 km autour, de façon à lui donner la possibilité de naître dans une eau Beaucoup plus chaude, relativement agréable. Dans un endroit sélectionné et protégé depuis la nuit des temps. La chance, c'est qu'elles viennent toutes dans le même endroit pour se reproduire, c'est-à-dire pour la copulation et pour la mise bas. Donc de ce fait, elles ont beaucoup de chances de se retrouver. Mais si elles étaient, par exemple, 500, comme les baleines bleues, qui n'ont pas d'endroit préféré pour ça, elles doivent se chercher autour du monde. Alors, regarde là, elle se met sur le ventre, Regarde, elle se met sur le dos, là. Elle montre le ventre à l'extérieur. Oh, elle est superbe. On dirait qu'elle se chauffe là, tu vois. Elle se met sur le dos, elle se fait bronzer le ventre un peu. Regarde ça. Alors ça, c'est quand même une des caractéristiques des baleines franches, c'est qu'elles sont d'une douceur et d'une confiance absolue. D'ailleurs, c'est ce qui leur a nui, Absolument. parce que ceux qui les chassaient le faisaient avec une facilité déconcertante, dans la mesure où, comme on le voit, c'est des baleines très placides, qui font confiance, qui sont curieuses, et de surcroît, c'est l'une des rares familles de baleines, une fois qu'on les a tuées, qui continuent à flotter, alors que les autres coulent à pic. Et c'est pour ça qu'on les a décimées au point qu'à un moment elles ont été menacées d'extinction, notamment la sous-espèce de l'Atlantique Nord, les baleines franches de Biscaye. Absolument. Et d'ailleurs, on voit bien, d'ailleurs, elles ont gardé malgré ça, malgré toute cette horreur de ces chasses de ces années précédentes, elles ont gardé cette gentillesse et elles nous laissent approcher, elles ont gardé cette curiosité, elles continuent de venir nous voir. C'est fou là parce qu'elles sont carrément sous le zodiaque. Ah oui, complètement. Là. Elles venaient nous voir, elles se tournaient, elles nous regardaient. Même quand on était sous l'eau, elles étaient d'une gentillesse et d'une douceur à l'approche. On a vraiment l'impression que l'animal cherche le contact. Les gens, on a beaucoup pensé que l'animal était un animal peut-être un peu imbécile, qui s'approchait comme ça sans aucune raison. Non. Mais non, il y a un contact, il y a que voir Et l'œil quand de tu vois, l'animal. voilà, j'ai eu la chance de plonger il y a quelques années au même endroit que vous, dans la péninsule de Valdés, là où elles viennent se reproduire et mettre bas. Ouais. Et la première vision de ma vie que j'ai eue d'une baleine, c'est cet œil. J'ai cru que j'étais contre un rocher et tout d'un coup, T'as vu l'œil? l'œil s'est animé comme ça. Et je pense que c'est la plus grande leçon ou le plus important message que l'on puisse prendre du monde animal. On le sent, hein, c'est fort. Ouais, Hein, ouais, c'est fort. ouais. Regarde ça. Pourtant, l'œil, il n'y a pas de blanc dedans. Et malgré ça, tu trouves qu'il te regarde avec une profondeur extraordinaire. Et une tendresse. Et une tendresse. Il y a une espèce d'invitation, hein, il y a de la douceur dans cette œil. Il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de rancœur. Il pourrait y en ça qui est avoir. extraordinaire, oui. Ouais.
fin de compte, on établit vraiment un contact avec. Ce qui nous a permis d'ailleurs, dans la scène qui vient maintenant, d'assister à un ballet. On ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'on filmait avec deux caméras, donc j'étais avec Bernard. Il y a une baleine nous est passée dessous, l'autre dessus. D'un coup, elles se sont croisées, recroisées, surcroisées. Tu croyais que c'était un jeu au début? Ben, oui, on se dit, bon, elles sont en train de voir ce qu'on fait, ils nous calculent vraiment. On était contact, il y a vraiment un contact, tu vois. Et puis d'un coup, on s'est rendu compte, ben voilà, regarde. En fait, le jeu de ces léviathans des mers est un concile d'amour. À la différence de certains grands autres cétacés, chez les baleines franches noires, l'accouplement s'effectue suivant des rites et dans une position bien définie. Lorsque la femelle a décidé de s'unir à son partenaire, après une longue parade nuptiale, elle remonte à la surface et nage sur le ventre. Le mâle emmagasine une grande réserve d'air puis se glisse sous elle, en apnée, ventre tourné vers le haut. Les testicules du mâle sont internes et mesurent 30 à 35 cm de long pour un poids de 15 à 20 kg. Le pénis, non extensible, mais rétracté en forme de S dans un sac interne lorsqu'il est au repos, se déroule au moment de l'érection. Il mesure environ 1,80 m pour une baleine de 18 mètres. L'accouplement ne durera qu'une trentaine de secondes. Alors dans cette mission, involontairement, nous sommes un peu les parrains du nouveau-né qu'il va y avoir. Qui viendra L'année prochaine, Et qu'on espère pouvoir filmer. 12 mois après. dans 12 Ah ouais. mois. L'Explorador poursuit sa route dans le dédale des fjords, sous le ciel éternellement sombre et bas. Cap sur les montagnes blanches de Diego de Almagro, dernière île patagonienne avant l'océan Pacifique. Là-bas, sur les rives d'un petit lac coincé à 300 mètres d'altitude, les spéléologues de l'équipe ont déjà installé le campement et préparent une vertigineuse descente dans les entrailles d'un incroyable glacier de marbre. À bord de l'Explorador, à travers le dédale des canaux et des fjords patagoniens battus par les tempêtes, Nicolas et la botaniste Lisa Garnier font route vers un site exceptionnel de cette région inhospitalière, l'île Diego de Almagro et ses montagnes de marbre. Là-bas les attend l'équipe de spéléologues partis en éclaireur. Ça va le pain, moi? Voilà Nicolas, tout va bien. Bien content de vous voir. Ben nous, on n'y croyait plus, pour être tout à fait franc. On a un peu erré dans les canaux de Patagonie. Ah, n'oublie pas Nicolas, on est dans la province d'Ultima Esperanza. C'est vrai. Tu sais ce qui nous a sauvés? Enfin, sauvé, c'est un bien grand mot, mais en fait, on s'est trompé. On a pris un mauvais fjord. Et ce qui nous a ramené dans le droit chemin, c'est cette montagne-là, ce pic. Le pic de l'avenir. C'est celui-là? Ouais, c'est une montagne de marbre qui culmine pratiquement à 1000 mètres, là. Bon, en tout cas, bienvenue à Diego de Almagro. Ça vaut le déplacement. Ben, vous arrivez à point. Ouais. L'équipe Spéléo est montée il y a 2 jours avec C'est là derrière le massif de marbre, près des lacs. Ils ont installé le campement. Donc voilà la fameuse montagne de marbre. Ouais, avec le canyon souterrain là qui traverse. Espèce de faille qu'on voit d'ici. Une véritable grotte tunnel. Et ils ont commencé à équiper le gouffre. Bon, on est content de vous voir. Lisa, la botaniste. Alors Lisa, bonjour. Qui va inventorier la forêt magellanique. Là, tu vas te régaler avec cette forêt primaire, un Autophagus. On a eu un temps pourri, vous aussi. Ah ouais. Et aujourd'hui, c'est la première éclaircie. Là. Ah ouais. Toute l'équipe est installée là-haut. Voilà. On a installé un camp. Et elle commence. Mais bien. Vous avez dû faire des portages. Les portages lourds et
Et surtout le gouffre est bien humide et on a eu du mal à équiper à cause des crues, quoi. Il y a eu plusieurs crues. Il pleut tout le temps. C'est la première fois qu'on a Ouais, eu il éclaircie. tombe 10 mètres par an, là. Et peut-être plus. Minimum. Minimum. Le campement a été monté au bord de ce lac, logé dans un double cirque glaciaire. Le bassin inférieur est barré en aval par un verrou de marbre blanc, dont est constituée la montagne séparant ce réservoir d'eau douce de l'océan. Ah bah voilà, on a fini avec le végétal. Là, on sort de la forêt. Nicolas accompagne Richard Maire, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des formations karstiques. Il a exploré avec Jean-François Pernet en 95 et 97 ce massif pratiquement vierge de toute observation scientifique. On pourrait s'y méprendre, mais Richard et Nicolas ne marchent pas sur de la glace ou de la neige, mais sur du marbre. Un calcaire vieux de plus de 250 millions d'années. Le climat tropical qui régnait alors ici a permis la formation de grands récifs coralliens, à l'origine de ces glaciers de pierre que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Vent et ruissellement violents ont conjugué leurs forces pour buriner la roche blanche de manière atypique et dans un temps record. Rides profondes, cannelures géantes, vasques, rigoles en escalier ou en cascade, tous ces lapiers témoignent d'une érosion toute puissante et créative. Il n'est pas facile de progresser sur ce musée minéral dont la couleur varie du noir luisant lorsqu'il est humide au blanc immaculé lorsque brillent les rayons d'un soleil trop rare. Mais à dégringoler là. C'est bon. Il y a un peu de vent, mais le marbre adhère bien. Il n'y a pas besoin de se demander où passent les 8 mètres d'eau par an qui tombent. Effectivement. On en a les preuves avec ces cannelures géantes. C'est vraiment étonnant. Il faut dire que l'île est une des îles les plus au vent de la Patagonie. Complètement, elle est sur la façade vraiment. Elle ramasse toutes les dépressions externes du Pacifique, en plein sous les 50e hurlants. Beau temps sur Diego. Vous avez vu à quelle vitesse le temps change? Ouais, c'est incroyable. Les 4 saisons en une heure, comme on dit souvent. Beau massif, hein. Ouais, c'est vraiment super. Moi, j'ai toujours été intrigué quand on se balade comme ça dans des reliefs, de connaître l'origine de la formation des reliefs. C'est ta spécialité d'ailleurs, c'est ce que vous appelez la géomorphologie. Exactement, ouais. Et en fait, il y a deux choses principales qui déterminent tous les reliefs de la planète. C'est la tectonique, c'est-à-dire tous ces mouvements de l'écorce terrestre qui font entre autres apparaître un certain nombre de reliefs, puis l'érosion, notamment l'érosion de l'eau ou l'érosion du vent. Et ici, à Almagro, ça s'est formé comment? Ici, ce qui s'est passé de vraiment extraordinaire, c'est l'ampleur de la dissolution par l'eau de pluie.
L'eau de pluie se charge en gaz carbonique qui est contenu dans l'atmosphère. Ça donne de l'acide carbonique et ça crée ces sculptures, ces lapiers géants, c'est le terme technique, pour désigner ces cannelures géantes, qui sont, je dois le dire, les plus belles que j'ai jamais observées dans le monde. J'ai lu quelque part que l'érosion ici par l'eau, c'est à peu près de 8 cm tous les 1000 ans, c'est ça? À peu près. La moyenne, quoi. C'est la moyenne. C'est important, quoi. C'est considérable. Et beaucoup plus dans les failles, dans les canyons. Ouais. C'est de l'ordre de 4 à 5 fois plus que dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Et ça, c'est du marbre? Ça, c'est du marbre. Et donc, pour ma gouverne, le marbre, c'est du calcaire? C'est un calcaire qui s'est métamorphisé, qui a été complètement recristallisé par les pressions tectoniques lors de la formation de la cordillère des Andes. On appelle une roche métamorphique. Voilà. Et juste pour donner une ou deux notions, il y a deux types de roches principales. Oui. Hein. Il y a les roches sédimentaires qui, comme leur nom l'indique, sont faites par une accumulation de sédiments. Oui. C'est le cas du calcaire. Puis après, il y a les roches magmatiques qui viennent des profondeurs. Voilà, la profondeur de la croûte terrestre, du manteau. Et chacune de ces roches peuvent être transformées par compression et donner des roches métamorphiques. Donc, si j'ai bien compris, le marbre est une roche métamorphique, c'est du calcaire. Voilà, qui était... exactement. On va voir dedans, je suppose que c'est aussi spectaculaire que dehors. C'est très spectaculaire, ouais. Voilà une belle veine là. Ouais. Mais en fait, Nicolas, là, on a un remarquable exemple de filon. C'est un filon de roches volcaniques. Ce sont des lamprophires, sorte de basalte. Et ils ont été mis en relief par l'érosion, par la dissolution différentielle. Et cette partie qui est beaucoup plus dure est restée en relief. Et le marbre, lui, a fondu à peu près d'1 mètre en 10 000 ans. C'est énorme. Et c'est énorme, c'est en karstologie, comme on le dit, c'est un record mondial de dissolution superficielle en karst nu. Et alors Nicolas, là il y a un autre exemple vraiment remarquable de dissolution différentielle. Mais là, contrairement à ce qu'on a vu avant, c'est le roule du vent qui est mis en valeur. Ce bloc-là de grès a protégé le calcaire qui est derrière. Le vent et la pluie arrivant à l'horizontale. Le calcaire ici, enfin le marbre, là et là, a fondu des deux côtés. Et derrière s'est formé une sorte de panache, de drapeau, de fusée calcaire qui s'est conservé. C'est-à-dire que ça, depuis combien de milliers d'années? Voilà, plusieurs milliers d'années. Ça a servi de bouclier pour ce petit éperon là. C'est une forme qu'on n'avait encore jamais rencontrée sur Terre, on n'avait encore jamais observé. Et c'est ici, à Diego de Almagro, il bouge, on l'a observé pour la première fois. Voilà. Après une ascension rythmée par les averses, il découvre enfin le campement blotti au pied d'une immense cascade. À l'abri dans le fjord, dominé par le glacier de marbre, l'Explorador et le Penguin, qui ont triplé leurs amarres, n'ont pas ici à craindre une chute de sérac. Pour tromper l'inactivité et l'attente, l'équipage du vieux bateau renoue avec la tradition des marins de Patagonie, la pêche. Mais Carlo est un adepte d'une pêche sous-marine particulière et dangereuse, celle que l'on pratique avec un narguilé. Sur le pont, le marin largue au fur et à mesure le simple tuyau de plastique qui permet aux plongeurs de respirer. Que le narguilé se rompe ou que le compresseur tombe en panne lorsque Carlo est en plongée, et c'est l'accident. À 15 mètres sous la surface, le jeune Chilien patrouille dans une eau très claire dont la température ne dépasse pas 5 à 6 degrés.
Les oursins rencontrés rejoignent immédiatement le panier qu'il traîne avec lui. Dans cet univers sous-marin, les couleurs éclatent et contrastent avec la grisaille uniforme enveloppant les paysages terrestres. Si Carlo prend des risques en plongeant de cette manière, c'est moins pour les oursins que pour les centoias, des araignées de mer particulièrement recherchées par les amateurs de crustacés et donc faciles à vendre. Elles affectionnent ces eaux froides et peuvent être pêchées légalement à cette période. Dans son éclatante livrée rouge, la belle araignée ne passe pas inaperçue. Sa tentative de fuite n'a aucune chance d'aboutir. Carlo ne la laissera pas s'échapper. Impressionnantes par leur taille et leur allure, les plus gros spécimens pèsent 2 à 3 kilos pour une envergure de 80 cm. Les centoias sont dépourvus de pinces et se nourrissent d'algues et de coquillages. En expulsant l'eau violemment de leurs coquilles, ces bivalves s'enfuient devant le plongeur comme ils le font à l'approche de leur plus redoutable prédateur, l'étoile de mer. Cette patelle est en pleine période de reproduction. L'absence de pigmentation de ce strombidé est probablement due à la forte proportion d'eau douce dans l'eau de mer, conjuguée au déficit de lumière pénétrant son habitat austral. La vie sous-marine des fjords patagoniens n'a pas grand-chose à envier à celle des eaux tropicales. Plus froide et donc plus riche en oxygène, une faune variée trouve ici tous les éléments essentiels à son développement. Ce curieux poisson appartient à la famille des scorpénidés. Sa nage balancée et sa couleur lui confèrent des airs de poisson-feuille que l'on trouve plus près de l'équateur. Ici, la vie sous-marine se concentre dans les 20 premiers mètres. Une autre conséquence du faible rayonnement solaire. Carlo nage depuis 1 heure dans l'eau glacée. Son panier bien rempli, il remonte lentement vers la surface en essayant de ne pas bloquer son narguilé dans la forêt de kelp. Des algues gigantesques mesurant parfois plusieurs dizaines de mètres de longueur. Les 2 bateaux à l'ancre s'apprêtent une nouvelle fois à essuyer un grain violent. Ces terres australes chiliennes sont le seul endroit au monde où les vents de la ceinture antarctique rencontrent le continent. Venus de l'ouest, ils s'engouffrent dans les fjords et l'effet Venturi aidant balaye les canots. Indifférent aux intempéries, ce squat a compris qu'il pouvait trouver ici un peu de nourriture lancée par la main des hommes. Les hommes d'Ushuaïa Nature mettent à profit le mauvais temps pour ravitailler le campement en quelques allers-et-retours épuisants. Lourdement chargé, il faut plus d'1h30 depuis le bateau pour rallier les tentes installées sur la rive du lac. Aucun sentier,
aucune végétation haute pour s'abriter. Il faut marcher dans des tourbières où l'on s'enfonce parfois jusqu'aux genoux. Les 300 mètres de dénivelé à franchir sont d'autant plus difficiles que sur le versant exposé, les rafales de vent imprévisibles dépassent largement les 100 km/h. Le camp a été monté près de la chute alimentée par les eaux du lac supérieur. Cachées dans la végétation au fond de ce cirque, les tentes légères n'en sont pas plus protégées pour autant. Les vents tourbillonnent dans cet immense chaudron avec une rare intensité. Pourtant solidement arrimés, les abris risquent de se déchirer et de s'envoler à chaque instant. Si toute l'équipe d'Ushuaïa Nature brave ainsi les éléments déchaînés, c'est que le jeu en vaut la chandelle. Son intention est de descendre au fond de ce gouffre à l'aplomb de ce puits-faille de 5 mètres de large, 30 mètres de long et de 50 mètres de profondeur. Ce n'est pas possible aujourd'hui en raison du débit des eaux. En attendant de pouvoir y accéder dans des conditions de sécurité acceptables, Lisa et Nicolas décident de partir explorer la forêt magellanique. Ils n'y seront pas à l'abri de la pluie, mais les effets du vent se feront beaucoup moins sentir. Cette forêt vierge est un joyau naturel difficilement pénétrable. Les végétaux croissent directement sur un enchevêtrement de troncs morts recouverts de débris et d'humus. Ce substrat dépasse par endroits plusieurs mètres d'épaisseur et ne facilite pas la marche. Chaque pas y est une course d'obstacles. Là, il y a une belle illustration de la forêt hors sol. On voit bien que la végétation pousse sur tout ce qu'elle peut. Là, il y a quoi? Il y a tout, mousse, lichen, fougère. Ouais, même il y a un fuchsia megalenica derrière. Les petites fleurs rouges là. Alors celle-là, c'est la Coicopiou. C'est la fleur nationale du Chili. Ah, celle-là? Ouais, une petite liliacée. Génial. En fait, il n'y a que dans la forêt qu'on est à peu près protégé du vent. Ce qui est merveilleux ici de réaliser, c'est que ce que l'on appelle la forêt magellanique, qui est la forêt spécifique à l'archipel patagonien chilien, c'est que c'est très certainement une des dernières forêts originelles et primaires de la planète, c'est-à-dire une forêt que l'homme n'a jamais modifiée. C'est une des forêts les plus anciennes qui soit. Ouais. Alors tu vois, en fait, là, elle est dominée par une espèce de hêtre, le Notophagus betuloides que tu vois là. Ça là? Ouais. Grand arbre là. Et aussi par une espèce de magnoliale, le Drimys winteri. Et en fait, le Notophagus est une espèce relique du continent, grand continent Gondwana. Et à cette époque, donc, on trouvait des Notophagus. Exactement. Peut-être pas cette espèce, mais en tout cas, le genre Notophagus existait à l'époque. Et on en trouve des fossiles dans l'Antarctique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on la retrouve sur les 6 continents? Non. On en trouve en Nouvelle-Zélande et au Chili et en Argentine. C'est le meilleur témoin qu'on puisse trouver de ce continent originel. Voilà. Alors, deuxième spécificité de cette forêt, il y en a même 3, parce que si on compte sur le fait que cette forêt est capable de résister à des vents phénoménaux, puisque dans certains endroits de la Patagonie, la moyenne des vents à l'année est de 70 km/h, ajouté à ça l'humidité incroyable. Mais l'autre spécificité, c'est ce qu'on appelle une forêt hors sol. Ouais, exactement. En fait, si tu remarques bien,
les arbres poussent directement à même la roche-mère. Donc il ne peut pas y avoir formation de sol. Et les plantes trouvent leur matière minérale et leurs substances nutritives sur les troncs des arbres, qui sont la plupart du temps en décomposition. Et c'est là qu'en fait toutes les plantes prennent appui déjà, et puis ensuite utilisent les substances minérales dégradées par les champignons, et c'est là qu'elles se reproduisent. Ce qui transforme cette forêt en un véritable jardin suspendu. Ouais. Pas le jardin suspendu de Babylone, mais les jardins suspendus de Patagonie. Ça, c'est quand même merveilleux. Allez, on continue. Fais gaffe, il y a un trou à gauche et un trou à droite. Dans les dolines rocheuses, à l'abri des vents mais abondamment arrosées, la végétation luxuriante rappelle celle que l'on trouve entre 2500 et 4000 mètres d'altitude dans les régions équatoriales nuageuses. Mais contrairement à la jungle chaude et humide où prolifèrent les insectes pollinisateurs, la forêt magellanique doit se débrouiller sans eux. Ici, ils sont rares en raison du peu d'ensoleillement et des températures trop basses. Sur les crêtes en plein vent, la végétation n'est plus du tout la même. Regarde ça. Si là on peut pas parler de l'acharnement des végétaux à exister, hein, c'est quoi ça? Ça c'est le Notophagus antarctica, et ça c'est le Notophagus betuloides. Tu as vu la taille? Si ça se trouve, il a presque le même âge que ceux qui faisaient 30 mètres dans la forêt. C'est la version bonsaï, quoi. Voilà. Ceux qui sont dans la forêt profitent de la protection des grands arbres. Ils se protègent entre eux, tandis que celui-là est exposé sur cette crête. Et sa seule adaptation, c'est le nanisme. Exactement. Si tu veux, l'arbre, il ne peut pas croître. Son tronc ne peut pas croître. Parce que sinon, il aurait trop de prise au vent. Ouais. Donc sa croissance est très limitée. Donc deux qualités essentielles si on a envie de vivre à cet endroit-là pour profiter de la mer, c'est la discrétion et la patience. Ouais. Grandir lentement. C'est des feuilles caduques ou persistantes? Alors l'Antarctica a des feuilles caduques. Si tu remarques bien, elles jaunissent même. Parce qu'on est bientôt près de l'automne. Toutes les feuilles jaunissent et rougissent. Alors que le betuloides ne perd pas ses feuilles. Et c'est peut-être celui qui est le plus adapté, puisque c'est celui qui domine la forêt. Alors que l'Antarctica, on le retrouve ici que sur le pierrier. Quelle débauche d'énergie pour pouvoir refabriquer des feuilles dans un vent comme ça. Ouais, si tu remarques bien, leurs feuilles sont extrêmement petites. Et alors? Et ils ont la forme d'un drapeau et leur canopée est très plate pour avoir le moins de prise au vent possible. Et comment ils font pour germer exposés comme ils sont? Alors, si tu regardes bien, ils sont près d'une touffe de jonc. Et en fait, toutes les petites germinations ont lieu derrière les herbes, à l'abri du vent. Et petit à petit, ils prennent racine, s'enfoncent profondément pour avoir bien leur appui face au vent. Et comme ça, ils peuvent croître et se développer et essayer de se reproduire. Et la pollinisation ici, parce que j'ai vu très peu d'insectes. En fait, le Notophagus se reproduit, la pollinisation se fait par le vent. Donc imagine que ces individus, ils doivent pas souvent se reproduire avec des graines. Il faut être très rapide. Hein. Voilà. Voilà la végétation qui tient la dragée haute aux dépressions du Pacifique. Ouais. Et ici, les dépressions, elles sont à la queue leu-leu. Hein. Les anticyclones, on ne connaît pas. Depuis des jours, les pluies diluviennes incessantes font déborder les deux lacs, rendant la descente dans le gouffre toujours impossible.
Au matin du 4e jour, les éléments se sont un peu calmés. Les hommes quittent leur abri de toile et patauent jusqu'à la tente principale pour aller aux nouvelles. Regarde Stéphane, 974 millibars. Et ça a chuté, non? On était à 963 hier matin. Ah ouais. Donc on peut être optimiste. Voilà, salut Nicolas. Tu mets d'eau par an ou par jour, il tombe, hein? Par jour, oui. Ah, là, je suis aperçu que vous étiez trompeur avec les calculs. T'as bien dormi avec le bruit de la cascade? Je pensais dormir sur une tente, je dormais sur un bateau. C'est pour pas que ce soit dépaysé. C'est en fait, c'est le bruit de la cascade qui... Il peut plus rien, hein. Ouais, mais non, rien du tout. Vous venez là de votre plein gré ici. Oui. Pas forcé. Dors bien. D'ailleurs, t'aurais pu continuer. Hein. Enfin, une petite accalmie, l'équipe décide d'y aller. N'empêche que, sans rire, la température est remontée. Hein. Bah, ça n'a rien à voir. Hein. Il est moins 15, là, il fait moins 5. Presque une éclaircie. Ouais. Depuis 10 jours. La première. Moi, il va jamais faire à peu près. Raconte-moi juste, Richard, comment tu as découvert cet endroit-là? Parce qu'il faut quand même y venir. Oui, c'est un peu un hasard. C'est un voyage à Santiago en 94. On est allé à l'université du Chili et un géologue nous a passé un article de géographie qui signalait là où il y a des calcaires au Chili. Il y en a très peu, hein. Et le seul endroit où vraiment il y en a des bons, des purs, ben, c'est ici. Il faut dire que pour un géologue ou un spéléologue, calcaire, ça fait tilt, parce que c'est une roche qui cède à l'eau. Exactement. Donc pour vous, ça signifie probablement galerie. Absolument. Et réseau. Surtout quand on sait qu'il tombe 10 mètres d'eau par an. Minimum. Minimum, oui. Parce que dans ma tente, j'en suis déjà à 5 mètres sur une nuit. Et je l'avoue qu'on n'a pas été déçus en venant la première fois en 95. On a vu ces massifs de marbre avec des cannelures, des trous de partout. Parce qu'il faut quand même avoir et l'idée de venir et l'envie. Un dédale de canaux qui sont sûrement magnifiques quand le soleil veut bien éclairer le paysage, mais c'est quand même assez rare, quoi. Vous avez eu combien de journées de soleil dans vos différentes expéditions? Alors, en 95, on a mis d'abord 5 jours pour venir avec un petit bateau de pêche et on a eu une demi-journée de beau temps sur 10 jours. Et en 97, on a dû avoir 2 demi-journées sur 3 semaines. Et 2001, c'est l'année la pire. 2001, oui. Ah ouais, c'est la meilleure. Merci de nous avoir invités. Là, Nicolas, on fait de la première, vraiment. Allez. Stéphane Girard, responsable de la logistique spéléo, donne le feu vert. C'est un véritable bourbier. Chacun a revêtu, comme s'il partait en plongée, une combinaison néoprène. Impressionnant, hein? Ah ouais, là. On a un jet. Combien, là? Il y a un jet de 50 mètres plein vide. C'est rare d'avoir un lac qui se déverse directement comme ça, qui tombe. D'habitude, il y a un déversoir. Oui, en général, on a un torrent, une rivière qui vient se perdre sous terre. Et là, on a un lac d'origine glaciaire. Les deux lacs, hein? Il y a 2 lacs suspendus. Il y avait un grand glacier de cirque. Et l'eau se perd au contact des grès et des marbres au niveau d'une fracture. C'est ça que vous avez appelé la perte de l'avenir. Exactement, la perte de l'avenir. Ça s'appelle une perte. C'est une perte, ouais. Et alors, en quoi ce réseau est exceptionnel? D'abord par son esthétique. C'est très rare de trouver autant d'eau qui s'engouffre au même endroit, parce qu'en général, dans les calcaires, l'eau s'infiltre par un tas de petites fractures. Alors qu'ici, on a vraiment un torrent souterrain qui se jette dans un endroit bien précis. L'ensemble du réseau qu'on va visiter, enfin on va peut-être pas visiter l'ensemble, d'abord parce qu'il faut se méfier des crues ici, a été érodé sur quelques milliers d'années, ce qui est excessivement rapide à l'échelle géologique. C'est vrai, c'est vraiment une caverne vivante, une grotte en train de se former. Bon, on va aller voir cette empreinte du temps et l'œuvre remarquable de l'eau sur la roche. Allez, à tout de suite. À tout de suite.
Bye bye. Longeant la cascade, la descente sur corde commence au milieu des embruns glacés et dans un vacarme d'enfer. Pas pourquoi j'aime pas ça. Je quitte un enfer pour un autre. Je sais pas si je suis gagnant ou perdant. Oh là 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 là. Il n'est pas forcé mon sourire là, non. Il est naturel. Où est-ce que je vais? Alors là, j'ai vraiment l'impression de descendre dans les bouches du diable. Voilà, c'est l'enfer. Ok, ça va Richard? Vous êtes des cinglés de venir là, hein? Ah, complètement. Ah, mais il y a une grosse crue aujourd'hui. Hein. Voilà. Ok. Je te suis, on va aller s'abriter. Hein. Ouais. 40 mètres derrière. Vas-y. Dans les endroits. Où la voûte est plus basse ici et où la cavité peut se transformer en siphon. C'est intéressant de le savoir. Ça fait une belle salle de bain de marbre, hein? Exactement. On voit bien les... Là, il est magnifique ici. T'es sûr de ce que tu fais là? Ouais. Mais ça passe juste, hein. Oh non! Bien. Il y a de la place. En temps normal, il faut passer quand il y a trop d'eau au-dessus. Et il y en a qui considèrent la spéléo comme un loisir. Hop. Bon, mais c'est sympa le coin. Hein. Vérifie que mon sac accroche pas. Vas-y, je te passe. C'est bon? J'ai carrément pris l'eau. Ah. J'aimerais pas me trouver là quand il y a une crue subite. Hein. Ouais, bah, c'est déjà une petite crue. Vas-y. Je répète ma question, tu es sûr de toi? Sympa le coin. Ouais, ben, comme il dit, pas trop mauvais. Vas-y. Mon casque est accroché. Bon, alors. Il n'y a pas moyen de continuer là, il y a un bouillon terrible, il y a au moins 2 mètres cubes qui remettent de large. Et normalement ça peut passer? Encore s'il y a l'étiage, oui on passe sans trop de problème, mais alors là si on pose le pied, on est emporté. Hein. C'est dommage. On avait le champ de qui roule là.
non, c'est un danger de mort, là. Nicolas et Richard Maire ont parcouru plusieurs centaines de mètres sous le dôme de marbre. Désormais, il y a trop d'eau et de courant. Il est impossible d'aller plus loin. Il faut renoncer. La province de l'Ultima Esperanza porte décidément bien son nom. Longtemps encore, ces terres inhospitalières cacheront leurs secrets. Nicolas Hulot a rejoint l'Isla Marta, au beau milieu du détroit de Magellan séparant la Patagonie de la Terre de Feu. Un gros caillou plat grouillant de vie, qui, comme les innombrables îles et îlots de cette région extrême, ne voit pas souvent passer des hommes. Et c'est sans doute mieux ainsi. Il y a des dizaines de petites bouilles de lions de mer qui émergent à peine de l'eau, qui semblent particulièrement intrigués par cette intrusion. Il faut dire que ces otaries ne doivent pas avoir l'habitude d'être dérangés sur cette incroyable île qui est posée comme ça au milieu du détroit de Magellan. Cette île, elle est exceptionnelle parce que, au-delà d'être le repère de cette colonie de lions de mer et de quelques éléphants de mer, elle abrite des dizaines de milliers d'oiseaux marins. Il y a entre autres des sternes, des pétrels, des goélands, il y a des albatros, que sais-je encore, des cormorans. Incroyable quand on sait qu'il y a encore quelques heures sur les autres îles, on a vu des perroquets et des colibris. L'éventail des oiseaux ici est particulièrement vaste. De l'autre côté là-bas, c'est la Terre de Feu. Derrière nous, l'archipel patagonien. Cette Patagonie qui aura imprimé dans nos esprits qu'elle est définitivement une terre de contraste et d'extrême. C'est Melville qui l'avait dépeinte comme étant exotique, monstrueuse, mais fatalement séduisante. Il faut dire que d'un côté, les éléments se liguent sans retenue pour vous dissuader d'y séjourner et d'aller plus en avant. Et on a eu plusieurs fois le sentiment d'être livré en pâture à la pluie, au vent et à l'océan. Mais je crois que personne ne regrette ce tribut à payer parce qu'en retour, la Patagonie offre dans les quelques rares instants de répit des caprices du temps d'irremplaçables moments de jubilation tant la nature est belle et imprévisible. D'ailleurs, cette nature se charge en permanence de replacer l'homme à sa juste dimension. Et au moment où s'achève ce vagabondage patagonien, on a encore plus de mal qu'avant notre venue à imaginer quelles ont pu être les conditions d'existence des Indiens à la Calouf, ces nomades de la mer Patagon, que le XXe siècle a honteusement et silencieusement achevé de faire disparaître.
Par contre, on comprend mieux que la langue à la Calouf est réservée pas moins de 30 mots pour nommer le vent, une kyrielle d'autres pour définir le climat et les choses de la mer, mais aucun pour nommer le bonheur. Il n'y a que la Patagonie qui convienne à mon immense tristesse, a écrit Blaise Cendrars. On a eu, au cours de ce voyage, plus d'une fois l'occasion de méditer cette phrase et surtout de l'apprécier à sa juste mesure. Bonsoir.